Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce 25 novembre. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. 148 femmes sont mortes en 2012 sous les coups de leurs conjoints. C'est un chiffre qui concerne la France et n'oublions pas les 400 000 femmes déclarées victimes de violences conjugales ces 2 dernières années. C'est aujourd'hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et un numéro de téléphone à composer, 39 19. C'est aujourd'hui également que les restos ouvrent leur 29e campagne d'hiver. Je recevrai l'un des responsables de la structure dans les Yvelines dans quelques minutes. Une hausse de 5 à 10% des bénéficiaires est attendue. Et puis, culture, le salon du livre d'histoire à Versailles qui a rencontré le succès ce week-end avec la présence d'auteurs renommés, Laurent Deutsch, Robert Bello ou encore l'image du jour à Jouy-en-Josas dans les locaux de l'école Técoma, le trophée Jean de Lavenne qui vient de se terminer, trophée de cuisine qui rend hommage depuis 2000 à ce chef étoilé qui s'était installé dans le département, notamment à Bougival. Président du jury pour cette année, Thierry Marx, lui aussi étoilé au guide Michelin, adepte de la cuisine moléculaire, juré de l'émission télévisée Top Chef. Nous l'avons rencontré à l'issue de sa dégustation alors que les 6 candidats venus de toute la France et même pour l'un d'entre eux de Londres venaient de terminer leurs 5h30 d'épreuve. Le niveau du concours de Jean de Lavenne est toujours un concours de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a affaire à des candidats déjà aguerris et il y a une entrée, un plat, un dessert à faire, 5h30 de travail. Donc c'est assez intense. Vous avez vu le jury, je crois que vous avez 80% de meilleurs ouvriers de France qui ajoutent aux candidats un stress supplémentaire. Quand vous pouvez afficher d'avoir gagné le concours Jean de Lavenne, il est évident que ça vous ouvre quelques portes et une façon de pouvoir montrer votre savoir-faire. C'est ça la base de notre métier, savoir-faire, savoir faire et faire savoir. Et au travers de ces concours, vous pouvez montrer votre savoir-faire. Et ça, c'est un outil de communication assez important dans nos métiers pour pouvoir établir sa réputation. Le trophée Jean de Lavenne qui sera remis dans la soirée de ce lundi par les Toques françaises. Le vase de Sèvres qui distingue également ses meilleurs cuisiniers sera décerné par la présidence de la République. Les lauréats à découvrir dans notre édition de demain, mardi. Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une date choisie par le procureur de la République de Versailles pour présenter un dispositif de téléphone portable d'alerte destiné aux femmes les plus en danger. Catherine Zulato. Un téléphone portable comme les autres, pas tout à fait. Celui-ci dispose d'une touche d'alerte. En l'activant, la femme victime de violences conjugales est mise en relation directement avec des conseillers formés à traiter les situations d'urgence. Dans les 10 derniers mois de l'année, dans le département, 1800 cas de violences intrafamiliales ont été relevés. 6 femmes ont succombé en 2012 sous le coup de leur conjoint. C'est un phénomène qui atteint la dignité humaine, en fait, aux droits des gens, et dont une bonne partie nous échappe encore. Et j'espère de tout cœur qu'avec ce dispositif, non seulement nous mettrons en sécurité des femmes auxquelles nous devons protection, mais aussi que nous pourrons faire révéler d'autres faits par des victimes qui seront mises en confiance, auxquelles nous aurons témoigné notre intérêt indirectement. Toute personne qui serait confrontée à une femme victime de violence et qui se dit cette femme devrait bénéficier du téléphone grand danger pourra nous l'orienter et nous on sera chargé en fait en tant qu'association référente de faire un rapport d'évaluation qu'on enverra au parquet et le parquet sera seul décideur en fait de l'attribution du téléphone. Nous on n'a pas le pouvoir d'attribuer le téléphone. Sur le département par exemple du 93, je sais que c'est dans les 10 à 12 minutes la police est là, donc c'est un dispositif qui est efficace, donc c'est ça l'apport en fait de ce téléphone. Actuellement, le procureur de la République dispose de 5 téléphones portables. À terme, 15 seront opérationnels. Un dispositif déjà testé en Seine-Saint-Denis, à Paris et dans le Val d'Oise. Dans 13% des cas, l'appel depuis ce téléphone entraîne une réponse policière. La femme en très grand danger va se sentir ponctuellement en danger, va avoir peur, va nous appeler. Ça, c'est 66% de nos appels environ, où là, on va l'accompagner. On va rester 10 minutes en ligne avec elle. Et je trouve que c'est le côté très intéressant du dispositif de rassurer la personne. Certes, nous avons des cas qui sont des cas où il y a une confirmation de la présence de la personne violente et là nous déclenchons très vite la police, mais nous permettons aussi à la personne de retrouver une vie normale. Demain, l'opérateur Orange, partenaire de l'opération, pourrait même rendre le téléphone géolocalisable.
Seulement 20% des victimes d'agressions au sein de leur foyer se déplacent à la police ou en gendarmerie par peur de représailles et par peur sans doute de ne pas être assez soutenues. Pensez-vous que la loi soit assez sévère? Vous réagissez à l'actualité chaque soir dans le journal de la rédaction. Voici vos réponses avec ce micro-trottoir. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit très sévère. Voilà ce que je pense. Parce que les femmes battues qui meurent, etc., on n'en parle pas assez. Les femmes qui se font battre, elles sont même pas conscientes de ce qui leur arrive. Et pour elles, c'est toujours de leur faute. Alors non, je suis pas d'accord. Il faut être plus sévère. Et puis vraiment, les hommes, il y en a vraiment des méchants. Et puis l'alcool surtout. Non, je pense pas. Il faut que ça soit plus dur. Un accompagnement, parce que visiblement, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de témoigner ou de porter plainte, parce qu'elles aiment toujours leur mari. Je pense que les gouvernants devraient être beaucoup plus vigilants sur ça. Elle est peut-être suffisante, mais est-ce qu'elle est appliquée complètement? Parce que dans beaucoup de cas, c'est ce qui se passe. Il y a des lois et puis on ne les applique pas. Et de son côté, la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé le doublement des moyens consacrés à la lutte contre les violences conjugales, 66 millions d'euros, avec notamment la création de 1650 nouvelles places d'hébergement d'urgence à travers la France, l'augmentation des effectifs aussi des travailleurs sociaux dans les commissariats et les gendarmeries, ainsi que des mesures pour favoriser les dépôts de plaintes. Autre sujet, 1986, première campagne des Restos du Cœur sur une idée lancée au micro d'Europe 1 par Coluche, 8,5 millions de repas distribués en France par quelques 5000 bénévoles. 2013, 28e campagne d'hiver qui s'achève, ce sont 130 millions de repas que 66 000 bénévoles se sont chargés de distribuer. Alors que les restos débutent depuis aujourd'hui leur 29e saison, je reçois Henri Fall. Bonsoir. Bonsoir. Responsable de la communication dans les Yvelines, donc pour les Restos du Cœur. Ce matin, on pouvait lire dans la presse que le nombre de bénéficiaires dans le département pourrait augmenter de 5 à 10%. Vous sentez une attente forte sur cette ouverture de resto, sur cette nouvelle saison? On sent qu'il y a une augmentation, sachant qu'aujourd'hui les chiffres ne sont pas calés, donc on ne sait pas. Il se peut très bien que ce soit simplement des gens qui viennent plus tôt. Mais aujourd'hui, on a bien une augmentation de l'ordre de 5 à 10% des bénéficiaires qui viennent nous rendre visite. Oui. On sait que le département des Yvelines est plutôt hétérogène en termes de population. Vous avez des demandes sur chacune des zones? Il y a des endroits où c'est plus ciblé sur le département? Les deux grandes zones de pauvreté dans les Yvelines, c'est la vallée de la Seine et puis toute la nationale 12. Donc c'est Trappes et Lancourt qui va jusqu'à Rambouillet, plus encore un centre sur Oudan. Qui sont les centres qui, eux, ont enregistré les Donc, hausses pour l'instant. Oui. En tout, on a 24 centres, plus 2 restos bébés, ce qui fait 26 centres, et qui sont répartis essentiellement sur ces deux grandes zones de pauvreté. C'est une question qu'on vous pose chaque année, mais quel est le profil des bénéficiaires? Est-ce que ça évolue d'une année sur l'autre? Est-ce que ça confirme aussi des tendances? Personnes âgées, femmes seules? C'est toujours pareil, il y a toujours des femmes seules, des personnes âgées, mais maintenant des jeunes aussi, parce que c'est de plus en plus difficile de faire des études, de payer ses études, et on a de tous les âges, de toutes les catégories, des gens qui sont dans le besoin. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que la crise est là et la crise dure. Et effectivement, vous avez aujourd'hui plus de 55% des gens qui redoublent, c'est-à-dire qui étaient là l'année dernière et qui reviennent, alors qu'avant, on était plutôt dans les zones de moins de 50%. D'accord, donc il y a même 25%, en fait. 25% qui viennent depuis plus de 3 ans. Alors qu'avant, les restos du cœur, normalement, c'est pour s'en sortir. Et puis après, on ne vient plus au resto, quoi. On est sorti de la misère. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent n'arrivent plus à s'en sortir. Et voilà, c'est-à-dire qu'on voit que la crise est là et la crise dure. C'est un point dont on n'avait pas conscience jusqu'à présent. On va évoquer cette distribution d'aide alimentaire dans le département des Yvelines, et pas uniquement, puisque les restos interviennent aussi pour l'hébergement d'urgence ou encore l'insertion professionnelle. On en parle juste après ce reportage d'Olivier Maniscalco, Yolène Torres et Elodie Moine sur cette première journée d'action. À moins qu'elle veuille autre chose. Des sardines. Des sardines. Des sardines à la tomate. Et une boîte de thon. Ce lundi, démarrage de la 29e campagne d'hiver des Restos du Cœur à Élancourt. Une trentaine de bénévoles étaient présents pour accueillir sur place hommes, femmes et enfants bénéficiaires. Des bénévoles approvisionnés vendredi par l'entrepôt des Clés-sous-Bois
où près d'1 million de repas sont stockés chaque année et qui permettent d'alimenter les 24 centres des restos dans les Yvelines. Chaque semaine, le centre d'Élancourt peut ainsi recevoir et servir près de 1000 repas. Le nombre monte à 2000 en fin d'hiver et de plus en plus de gens demandent à être bénéficiaires chaque année. C'est des probabilités, mais je pense qu'on va avoir encore, par rapport à l'année dernière, peut-être 8 à 10% d'augmentation. Et là, c'est toutes les situations et toutes les classes. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes. C'est étudiants. Il y a 2 ou 3 ans, les anciens, là, qui sont arrivés en nombre un peu plus important. Maintenant, c'est les jeunes. Les anciens sont toujours là, mais les plus jeunes. Les familles monoparentales aussi, il y en a de plus en plus. Outre l'augmentation chaque année du nombre de demandeurs, les restos devront dès 2015 faire face à un autre problème, la baisse de 50% des aides publiques européennes. Il faudra donc très vite trouver d'autres sources de financement pour l'association lancée par Coluche en 1985. En attendant, plus d'1 million de repas vont encore être livrés cette année dans les Yvelines. Plus que jamais, les restos comptent sur vous. Le responsable de la communication des restos dans le département des Yvelines nous accompagne ce soir. Dans le département, vous avez 24 centres, vous le disiez tout à l'heure, de distribution, plus 2 pour les bébés, dédiés aux bébés, effectivement. Ça représente combien de bénévoles pour le département ? On a dans le département 960 bénévoles. Et c'est stable, c'est en évolution Ça monte. Ouais. Et donc, ce qui prouve qu'on a quand même une certaine attirance. Les bénévoles viennent, mais on recherche quand même toujours des bénévoles, surtout dans des médias un peu spécialisés, comme l'informatique. Parce que si vous voulez distribuer 1 300 000 repas, amener 1000 tonnes de marchandises sur l'entrepôt, le redistribuer, il faut des moyens, il faut de la logistique. Et on a besoin de logisticiens, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de choses comme ça. Et tout ça pour aider près de 4600 familles dans le département. Plus. Dans le département, on a aidé l'année dernière 12 700 familles. Effectivement. Et cette année, on pense qu'on en aura plus, quoi. Mais 12 700 familles feront 1 million de repas. Voilà. À travers ces 26 centres, ce qu'on évoquait tout à l'heure, voilà. Avec des évolutions possibles sur l'ouverture des centres, il est probable qu'un nouveau centre ouvre aussi, ne serait-ce que sur Saint-Quentin en Yvelines. On voudrait bien ouvrir un nouveau centre sur Saint-Quentin, parce que nos 2 centres qui sont dans la périphérie, donc qui sont Trappes d'un côté et Bois d'Arcy de l'autre, sont saturés, sont parmi les plus gros centres des Yvelines, et un nouveau centre serait le bienvenu. Mais ce qu'on voudrait, ce qui manque, c'est d'abord un local. Quelle dimension précisée? C'est le moment où j'avais de passer le message. Un local entre 100 et 150 mètres carrés, rez-de-chaussée, qui peut recevoir du public, puisqu'on est là quand même pour recevoir des bénéficiaires. Il y a cette aide alimentaire et puis également il y a cette aide pour l'insertion que vous apportez au quotidien. Là aussi, c'est en hausse, les demandes. Donc l'aide à l'insertion, on fait que 2 fois 12, dans chacun des 2 chantiers d'insertion, on fait 2 fois 12 bénéficiaires par an, donc 24 par an, et c'est limité parce qu'on prend des gens qui sont désocialisés vraiment et on les accompagne pour les remettre dans le chemin du travail. Et ça, on ne peut pas faire en 12 personnes par chantier et par 6 mois. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus. Et toute cette aide, bien sûr, qui est toujours d'une année sur l'autre, en tout cas ces dernières années, plus ou moins malmenée, puisque vous bénéficiez du plan d'aide européen. On en a déjà parlé sur ce plateau, ce fameux PEAD, avec des incertitudes d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, vous avez toujours le sentiment d'avoir un coup près sur des diminutions d'aide pour vous permettre de mener à bien vos missions? Avant, c'était un coup près pour la fin totale de l'aide. Donc ce coup près, il est parti. Donc on sait qu'on aura une aide, elle sera moins importante, répartie sur plus de pays, et au sein de la France, répartie sur plus d'associations. Donc les Restos du Cœur auront moins. Donc il faudra compenser. Comment vous allez réussir à relancer, à maintenir en tout cas l'activité? Pour compenser, il faut plus de ce qu'on appelle, entre guillemets, de ramasse. Donc aller dans les supermarchés le matin à 6h, 5h, 6h du matin, trouver des produits qui sont... qu'on peut donner à nos bénéficiaires et qui ne sont pas en limite, etc. Des collectes, donc vous envoyez beaucoup derrière les supermarchés, et on a une grande collecte nationale pour laquelle on cherche des bénévoles occasionnels le 8 et le 9 mars. Et puis des collectes dont on a besoin, surtout c'est les collectes pour les bébés. On a 500 bébés dans les 12 700 personnes à qui on donne de l'aide alimentaire.
500 bébés et on sait qu'on manquera de couches, qu'on manquera de lait premier âge dès le mois de février ou mars. Et il faut absolument que ceux qui peuvent se mobilisent pour apporter des couches, du lait premier âge, des petits pots, etc. pour les bébés. Et donc prennent contact directement avec vous. Et puis pour les dons aussi, il y a l'adresse internet qui s'est affichée, restoducoeur.org, ou sinon directement pour tout ce qui est dons également auprès de vos structures. Absolument, sur le site internet. internet. Peut-être rappeler également quels sont les critères pour pouvoir prétendre au resto, parce qu'on parlait de cette crise qui s'installe, qui dure, de pouvoir d'achat qui diminue aussi. Est-ce que vous revoyez les critères pour être bénéficiaire d'une année sur l'autre? D'abord, l'accueil au Resto du Cœur est inconditionnel. C'est-à-dire toute personne, vous, moi, n'importe qui, on peut frapper au Resto du Cœur et on est là pour essayer de traiter le problème. S'il y a un problème alimentaire, là, il y a une aide qui n'est plus inconditionnelle et conditionnelle, avec un certain seuil de ressources qu'on garde pour nous et qui a un peu augmenté d'une année sur l'autre. Vous ajustez en fonction des années, 3%, en fonction des profils aussi des personnes qui viennent vous voir. Mais compte tenu des difficultés qu'on a aussi à s'approvisionner, on ne peut pas remonter trop les niveaux auxquels on donne de l'aide. L'aide, effectivement. Merci d'être venu sur ce plateau. La campagne des restos pour cet hiver 29e qui débute en ce 25 novembre. Elle va se poursuivre jusqu'en mars et les restos vont continuer ensuite leurs activités, ne serait-ce qu'à Trappes, où l'antenne est ouverte tout au long de l'année. Absolument. On a la plupart des centres de distribution sont ouverts, font les deux campagnes, et Trappes est ouvert toute l'année, même en juillet et août. Voilà. Et les bénévoles qui sont donc présents, mobilisés. Je vous rappelle aussi, le concert des Enfoirés, c'est important pour récolter des dons. Mercredi 15 au lundi 20 janvier, c'est à Strasbourg, au Zénith. École occupée. Vendredi soir, des parents d'élèves se sont réunis dans l'enceinte de l'école Jean-Baptiste Clément à Trappes à l'appel du syndicat UNAP. Ils protestaient contre la réforme des nouveaux rythmes scolaires. À la sortie des classes, ils étaient peu nombreux, mais au total, une quarantaine de parents se seraient relayés, selon l'association, pendant 8 heures. Le président du mouvement, on l'écoute à présent au micro de Claire Cambier. C'est surtout de continuer à demander la suspension de cette réforme, de se mettre autour d'une table et de réfléchir réellement ensemble pour la rentrée 2014 à un vrai projet qui respecte le rythme des enfants tel qu'il est par définition, je veux dire, et également le rythme des parents, parce qu'on l'a oublié pendant cette réforme. Et effectivement, avoir des horaires qui soient réguliers sur la semaine, qui soient pas trop chargés et que les activités proposées soit proposé à tous les élèves et non pas à une poignée d'élèves, à 9% d'élèves de la ville de Trappes. La mairie de Trappes qui évoque une mobilisation de moins d'une demi-douzaine de personnes, un mouvement peu représentatif selon elle. Aucune concertation ne devrait donc se tenir prochainement. La station d'épuration Carré de Réunion fait peau neuve, rénovation, agrandissement, un projet écologique qui devrait couvrir d'ici 2016 les besoins de la plaine de Versailles. Le reportage de Claire Cambier et Jonathan Villeman. Sur ce chantier, les ouvriers s'activent. Il leur reste 2 ans pour finir les travaux de rénovation et d'agrandissement de la station d'épuration Carré de Réunion. Une mise aux normes européennes et une amélioration des performances. À terme, la station devrait traiter les eaux usées de tous les habitants de la plaine de Versailles, soit près de 350 000 personnes. Côté innovation, le constructeur prévoit de filtrer l'eau grâce à l'installation de 135 000 m² de membrane, un procédé biologique qui ouvre la voie à la réutilisation des eaux usées. On va beaucoup plus loin dans le traitement de l'eau. On pourra aller, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le monde, par exemple à Singapour, où à Singapour, l'eau de ville que l'on boit, c'est l'eau des stations d'épuration qui sont traitées. Donc on y arrivera, il faudra peu de choses. L'eau est pour le moment rejetée dans le ru de Galy. Ce cours d'eau sera dévié de quelques mètres pour prévenir les risques d'inondation et passer sous ce pont. Autre difficulté du chantier, conserver l'activité de la station le temps des travaux. Dernier point, la station est située non loin du château de Versailles. Le Carré de Réunion était d'ailleurs déjà au XVIIIe siècle le lieu de rassemblement des eaux usées du château. Cette proximité a obligé les architectes à se fondre dans le paysage, faute d'avoir les autorisations de construire. Toutes les toitures, on a essayé de les végétaliser au maximum pour qu'il y ait un continuum quand on vient de l'extérieur, depuis la plaine agricole ou la plaine depuis Versailles. C'est-à-dire qu'il y a un continuum
végétale qui passe du terrain naturel directement sur les toitures. Et avec un seul coup d'œil, vous ne voyez pas la différence entre les bâtiments et le terrain. Les différents bâtiments sont partiellement enfouis jusqu'à 11 mètres sous terre. Des contraintes techniques qui ont occasionné un surcoût de 30 à 40%, investissement final 180 millions d'euros. La nouvelle station devrait être en service à la mi-2016. Culture, la 6e édition du Salon Histoire de lire s'est tenue ce week-end à Versailles. L'occasion de côtoyer des auteurs, 125 en tout, des auteurs connus, très connus comme Laurent Deutsch par exemple. Parfois aussi quelques surprises pour les visiteurs comme Nelson Montfort. Tu veux me montrer la dédicace ? Maxime est venu de Créteil pour rencontrer son idole, Laurent Deutsch, qui a présenté au Salon du livre d'histoire de Versailles son dernier livre, Hexagone. Moi, j'aime l'histoire depuis que je suis tout petit, donc je continue comme ça. Grâce à Laurent Deutsch aussi. Oui, et Franck Ferrand aussi. Beaucoup de monde pour saluer cet auteur populaire venu animer une conférence sur le thème « La France, quelle histoire ». On dit souvent quand un livre est un succès que c'est du chiffre, mais c'est surtout des visages. Et là, on voit les visages, on voit pas que les chiffres. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est pas justement pour un public averti ou de la littérature, c'est notre réalité géographique, c'est notre réalité. Nous avons une histoire et cette histoire-là se déroule sous nos pieds pour peu qu'on s'y intéresse un tout petit peu. Donc voilà, moi j'essaie de captiver les gens autour de quelque chose qui est rassembleur puisque c'est une histoire qui nous appartient à tous. J'apprécie la façon dont ils travaillent pour l'histoire de France, en la rendant dynamique, accessible, en lui redonnant un nouveau souffle. Je suis très sensible parce que je suis une grande passionnée d'histoire et ça me fait vraiment plaisir de voir l'élan autour de l'histoire. Dans les allées du salon, d'autres visages connus. Nelson Montfort n'est pas seulement commentateur sportif, il est aussi l'auteur d'un ouvrage sur les grands événements sportifs du XXe siècle. Je pense que c'est un public à la fois averti et nombreux. Et moi, c'est exactement ce que j'aime. J'aime aller vers les gens. Absolument, on écrit pour être lu, sinon ça ne sert à rien. Hein. Il faut sortir des cénacles et des lieux confinés. J'ai fait des rencontres extraordinaires, sincèrement, et peut-être que des rencontres qui vont avoir des répercussions parce qu'un tel m'a dit qu'il avait des archives extraordinairement intéressantes sur un sujet qui pourrait m'intéresser pour un prochain livre. En tout, le salon Histoire de lire aura accueilli pendant ces 2 jours 125 auteurs et près de 10 000 livres proposés à la dédicace. Du sport pour conclure cette édition, ils sont joueurs, éducateurs ou tout simplement passionnés de football devant leur téléviseur, forcément ou même au bord du terrain. Ils ont tous estimé un jour que l'arbitre n'était pas bon et cette fois-ci ils passent de l'autre côté du terrain pour remplacer justement les hommes en noir. Ce reportage d'Anthony Reich sur cette formation d'arbitre. Vas-y. Savoir délivrer un carton jaune, se placer lors d'un coup de pied arrêté, des comportements qui peuvent paraître parfois anodins pour les joueurs, mais qui sont en réalité indispensables pour un arbitre de football. De son déplacement sur le terrain peut dépendre le destin d'un match. Un arbitre aujourd'hui ne doit surtout pas, influencer le score, doit être là pour protéger les joueurs. Ça c'est clair parce que de nos jours, la plupart, et au niveau où ils iront arbitrer en district, les joueurs travaillent le lendemain du match. Donc pour ceux qui arbitrent le dimanche, le lundi les gens travaillent. Malgré leur passion pour le ballon rond, cette formation est l'occasion pour certains de découvrir des règles inscrites dans les 17 lois du jeu, notamment pour le frappeur d'un tir au but en cours de match. Quand la balle touche le poteau, il n'a pas le droit de la récupérer. Ça doit être, si elle est remise en jeu, ça doit être quelqu'un de son équipe qui peut marquer, mais lui il ne peut pas. Si la balle touche le goal et que le goal la repousse sur lui, là il peut la rentrer. Être arbitre, c'est aussi une performance physique. Au niveau de la Ligue Île-de-France, les hommes en noir s'entraînent 3 fois par semaine. La formation terminée, ces candidats auront le droit de prendre le sifflet et du plaisir d'une autre manière en gérant les 22 acteurs d'une rencontre. On appréhende un petit peu, surtout au niveau senior, dans les petites divisions, dans les Yvelines. Mais après, nous, on a des bons formateurs ici qui nous mettent en confiance. Et justement, on travaille ce genre de situation au cas où il pourrait y avoir des débordements sur un match, des contestations de joueurs. Donc on nous met déjà en condition. Et puis voilà, je pense qu'il y a toujours une première fois à tout. Donc on verra bien sur le premier match. Malgré les critiques dont fait l'objet l'arbitrage aujourd'hui, ils étaient 48 à vouloir occuper ce poste sur le terrain. Preuve que la passion est toujours plus forte que les polémiques. Chaque lundi, juste après le journal, n'oubliez pas, vous pouvez suivre Anthony Reich avec le 7-8 Sport, l'essentiel des compétitions du week-end replay dès le lendemain matin sur notre site internet. Aujourd'hui, nous en parlions au début de cette édition. C'était la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nouveaux moyens, nouveaux dispositifs ont été annoncés et toujours un numéro d'urgence à composer. Je me suis pris une porte.
J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Face aux violences, libérons la parole. Entourage, collègues de travail, professionnels. Nous pouvons tous vous aider. Je vous retrouve demain en direct à 18 h pour une nouvelle édition du journal et dès 18 h 30 pour un nouveau numéro de Municipal 2014. Excellente soirée sur TV Fil.